Bonjour et bienvenue dans Amis, le podcast où on n'a pas peur des films gênants. Ma mère voulait vraiment venir voir ce film. Elle est à Toulouse. Elle m'a dit, mais si j'avais été à Paris, je serais venue. Et j'étais là, non, vraiment. Reste à Toulouse. Ma mère ne voulait vraiment pas venir voir ce film. Elle était à Paris et elle ne veut pas. Salut, moi c'est Anaïs et moi aussi j'ai commencé ma carrière en étant la doublure de Donald. Et moi c'est Marie et si quiconque me verse du chocolat sur les cuisses, je porte plainte. Putain, j'ai écrit mot pour mot ça dans mes notes. C'est vraiment le moment le plus dégueulasse de tout ce film. À chaque fois que je le vois, j'ai envie de m'enterrer 6 pieds sous terre, quoi. C'est horrible. Bon, bienvenue à cet enregistrement très spécial du podcast puisqu'on est en direct du Majestic Bastille pour le festival du film de fesses et nous sommes en public. Salut tout le monde. On vient de voir ensemble un film qui est un film de fesses. Les fesses de Channing Tatum, pour être précis. Ouais. Et de Joe Manganiello. Beaucoup, oui. Ouais. De beaucoup d'autres hommes. On a décidé donc, quand on nous a proposé de faire le festival, de choisir ce film. Pourquoi pas. Magic Mike XXL, qui est le 2e volet d'une saga. Je ne savais même pas qu'il y en avait un 3e. Je l'ai appris via Anaïs, qui a vu le 3e. Tout à fait. Je les ai tous vus de nombreuses fois. Et c'est une saga principalement signée de Steven Soderbergh. On y reviendra parce que celui-là n'est pas officiellement réalisé par lui, mais c'est un peu lui qui est... Un peu quand même. Beaucoup. Anaïs, c'est Marie, quoi ton rapport avec ce film ? Déjà, je dois dire qu'effectivement, quand je l'ai revu pour préparer le podcast, j'avais eu une petite déception, mais le revoir en salle, sur grand écran, ça fait quand même une énorme différence. Et je pense que le film est vraiment fait pour être vu en salle sur grand écran. Et je trouve que là, ça passe quand même beaucoup mieux que sur mon ordi toute seule il y a 3 jours. Moi aussi. J'aime beaucoup ce film. Je l'ai vu quand il est sorti en salle. J'étais aux États-Unis, donc j'ai pu aller le voir dans un cinéma américain, le Alamo Drafthouse à Austin. Et il se trouve qu'ils organisaient des projections rowdy, donc bruyantes, où ils distribuaient des faux billets de dollars à l'entrée, avec Channing Tatum imprimé dessus, pour qu'on puisse jeter les billets devant l'écran pendant les séquences de striptease. Donc c'était assez miraculeux de voir ce film dans ces conditions. Et après, je l'ai revu, je pense, 1 ou 2 fois, mais en fait... Comme beaucoup de films Magic Mike, je vais juste revoir certaines séquences sur YouTube. Vous vous demandez sans doute quelles séquences je revois sur YouTube à répétition. Mais j'aime vraiment beaucoup ce film et on va en reparler, mais je trouve que c'est un bon film, même s'il y a des choses qui ont clairement mal vieilli dedans. C'est quoi, toi, ton rapport à ce film ? La première fois que je l'avais vu, moi, c'était aux États-Unis aussi. Et je l'ai vu 2 fois en salle. C'est dire à quel point j'avais été conquise. Mais j'avais été conquise par l'ambiance aussi. C'était pas au Alamo. C'est le point Darwin de ce podcast. C'est le Alamo Drafthouse. Mais c'était dans un cinéma où ils servaient de la nourriture aussi à New York. Et c'était la folie, en fait, la première fois que je l'ai vu. Et c'était tellement fun comme expérience que j'y suis retournée 1 semaine plus tard pour revivre. C'est très américain. De toute façon, on le voit même dans toutes les scènes finales. C'est vraiment du show hyper américain, aussi bien dans le rapport au public et dans... Tout est très américain dans ce film. Oui. La casquette aussi et tout. Et les réactions du public étaient aussi hyper extravagantes, avec des femmes qui hurlaient dans la salle, qui jetaient du popcorn à l'écran. Et donc, ça avait été très, très fun. Et j'aime beaucoup le premier. Le premier, pour le coup, est un bon film. Non, mais c'est vrai. Les 3 sont un bon film. On va en discuter, mais pour moi, le premier est vraiment bien écrit, contrairement à celui-là. Je suis vraiment pas d'accord. Ça va être drôle. Et moi, j'aime beaucoup le premier. Et je me souviens quand Pony, la scène d'ouverture, ou enfin presque d'ouverture, où il est en train de percer sur Pony. Ça avait été, c'était le teaser à l'époque, et quand c'était sorti, mais c'était la folie. Je crois que j'ai vu cette vidéo, mais une bonne centaine de fois, avant de voir le film, parce que c'était incroyable. Magnifique. Voilà, c'est ça mon rapport. Mais je l'avais pas revu depuis, et quand je l'ai revu là, je dois avouer que j'étais très gênée. Non, mais il y a des moments très très gênants. Mais je pense qu'ils sont conçus pour être gênants aussi. Enfin, clairement, ils cherchent à nous mettre un petit peu mal à l'aise, quoi. Ouais. Je pense, ouais. Ok. Le truc, c'est que aller dans un club de striptease, c'est hyper gênant.
Enfin, je sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais moi, après Magic Mike, le premier, je me suis retrouvée à un moment en Louisiane et on est allé dans un club de striptease. Je crois que vraiment, le premier Magic Mike était sorti 2 mois avant et on s'est dit, bon, vas-y, on va voir. C'était juste hyper gênant. On est reparti au bout de 15 minutes, vraiment traumatisés, en mode, c'était horrible. Et je trouve que les scènes de striptease, là, dans ce film, retranscrivent un peu mieux ça que le premier, où les scènes sont vraiment assez merveilleuses et tu te dis, waouh, ça a l'air génial, les scènes de striptease. Là, t'es vraiment gêné pour toutes ces femmes qui sont en train de se faire agresser par l'entrejambe de Channing Tatum. Et je trouve que c'est un peu plus en phase avec ce que moi, j'avais vécu très brièvement dans ce club de striptease de Louisiane. Pour celles et ceux qui ne sont pas avec nous aujourd'hui au Majestic by City, Anaïs, est-ce que tu peux résumer ce film à l'intrigue très très complexe? Tout à fait. En 30 secondes, s'il te plaît. C'est juste un danseur. Non, Magic Mike, c'est l'histoire de Magic Mike, chocolat blanc pour les intimes, ou Channing Tatum pour moi, qui est donc joué par Channing Tatum et qui a un corps d'Apollon et un visage de patate. Il est stripteaseur en Floride, mais il a un rêve, et son rêve, c'est de fabriquer des meubles. C'est vraiment le truc le plus important dans sa vie. C'est un peu la version moins de 18 ans de Aidan dans Sex and the City. Et donc, dans ce deuxième film, il a laissé Pony derrière lui, il a raccroché le string kangourou, mais un peu comme Michael Corleone, juste au moment où il pensait qu'il en était sorti, on va le ramener dans sa vie de stripteaseur et on va lui proposer de faire un dernier striptease. Et il va partir sur la route avec ses acolytes et il va leur permettre de se reconnecter à leur créativité, à leur inspiration et à accepter leurs aspérités et leurs singularités et faire du striptease autrement. Voilà. Bravo, magnifique. Est-ce que tu as des questions? Évidemment. Déjà, est-ce que l'Amérique va bien? Elle allait mieux à l'époque. Hein. Est-ce qu'on s'habillait tous aussi mal en 2015? J'ai vraiment eu des flashbacks traumatiques en voyant les tenues, genre le pantalon en faux cuir moulant, skinny, avec les bottines et le Marcel. Enfin, il n'y a rien qui va, quoi. Ouais, j'ai jamais porté ça perso, mais... Moi, je me souviens vraiment de certaines virées shopping où j'ai acheté ce genre de Marcel. C'était plus des lambeaux, en fait, que des vrais t-shirts, quoi. Et ils arrivaient tous très, très bas. Est-ce que Mike a très, très peur d'attraper un coup de soleil au front? Quel secret renferme sa casquette? Est-ce que Steven Tyler était consultant costume? Parce que j'ai jamais vu autant de breloques au centimètre carré. Alors, c'était une de mes questions aussi. Et sur la version, j'ai loué sur YouTube. Et le sous-titre en mode anglais, sourd et malentendant, quand Amber Heard arrive, à chaque fois, il y a marqué clicking sound. Sound of metals. Non, vraiment. Au moins, on l'entend arriver, hein, ça c'est sûr. Oui, c'est sûr qu'on l'entend arriver. Est-ce qu'on peut avoir un spin-off sur les stripteaseurs en cosplay Twilight, s'il vous plaît? C'est très important. Et j'avais noté aussi, est-ce qu'on est censé trouver ça sexy de se faire asperger de chocolat et de chantilly sur nos vêtements propres? Parce que perso, je porterais plainte aussi si ça m'arrivait. Voilà. Et oui. T'as d'autres questions, toi ou... Did you bangy? Tu bangy? La question la plus gênante de ce film. Alors j'ai noté, du coup, dans les sous-titres, ils ont traduit par « Est-ce que tu as zig-zig ?» Ce qui est pas terrible. Pour celles et ceux qui n'ont jamais vu Magic Mike et qui ne connaissent pas l'histoire d'origine, c'est une histoire vraie. Tout à fait. Peut-être pas celui-là. Mais... Ouais, en gros, c'est largement inspiré de la vie de Channing Tatum, l'acteur principal, qui est aussi producteur de ces 3 films. En gros, il avait discuté avec Gregory Jacobs, qui est le réalisateur de ce film, et aussi avec Steven Soderbergh de son passé à lui de stripteaseur quand il essayait de percer en Floride. Il était très jeune, je crois même qu'il était mineur, enfin qu'il avait moins de 21 ans. Et ça a été un passage assez court dans sa vie, mais ça l'avait beaucoup marqué. Et Soderbergh était très intéressé par l'idée de faire un film sur ce milieu-là. Et donc, ils ont décidé, pour le premier Magic Mike, de le produire ensemble. Et ça a tellement bien marché qu'ensuite, ils en ont fait une trilogie. Mais... c'était à la base inspiré de la vie de Channing Tatum. Et donc, dans le premier film, Channing Tatum, qui était déjà un peu âgé, n'a pas joué son propre rôle, mais c'est un acteur plus jeune qui joue un peu le gamin qui arrive dans le milieu du striptease. Et Magic Mike va être un peu son mentor et essayer de l'introduire à cet univers-là, quoi.
Et dans le premier, il y avait Matthew McConaughey. Et c'était au moment de la McConnaissance. All right. C'était un moment très important de sa C'était le début carrière. de la McConnaissance. C'était en 2012. Ouais. Et c'était juste avant True Detective et ensuite Dallas Buyers Club pour lequel il a eu l'Oscar. Est-ce que tu penses que... J'ai l'impression... C'est toi qui as écrit cette question, mais j'ai l'impression que c'est un leading question. Ouais. Est-ce que tu penses que ce film est estimé à sa juste valeur, Anaïs? J'ai été assez frappée, notamment quand le 3e est sorti. J'ai voulu amener un ami à moi le voir. Et il était hyper réticent. Et c'est un ami qui est très cinéphile. On se fait des ciné tout le temps ensemble. Et là, vraiment, j'ai dû le traîner de force. Il me disait, mais j'ai pas envie de voir un film sur des stripteaseurs. C'est un film de meuf. Je vois pas... Enfin, en gros, toi, ça va te plaire parce que malheureusement, il m'arrive d'être attirée par les hommes. Mais moi, en tant qu'homme hétéro, c'est vraiment... ça va limite me dégoûter d'aller voir ce film. Et après, j'en ai parlé à plein d'autres gens, et notamment quand on préparait ce live, je disais on va faire un live sur Magic Mike XXL, et j'ai eu énormément de réactions de dédain ou vraiment de surprise en mode ah bon, mais c'est Soderbergh qui a fait ça. Et donc j'ai l'impression que ces films ne sont pas vraiment bien connus, ont été mal marketés et sont pas vraiment appréciés à leur juste valeur, parce qu'on va en reparler, mais pour moi il y a de la profondeur même dans celui-là qui est clairement le plus hors sol des trois, je pense, qui a zéro intrigue, mais même ça je trouve que c'est fait de manière intelligente. Et ouais, j'étais très surprise de voir à quel point ça peut déranger les gens, juste l'idée d'un film sur des stripteaseurs. Forcément, il y a un raccourci qui est fait tout de suite, qui leur dit que le film va pas être bon ou que c'est un film de nana. C'est marrant parce que moi, je pense que l'accusation de film de nana, je pense que le problème, c'est que c'est pas assez un film de meuf pour moi. C'est que ça essaie d'être un film qui veut servir les queens ou des choses comme ça, et ça essaie d'avoir un propos là-dessus, mais au final c'est un film de bro, quoi. Oui. Et en fait moi c'est ça mon problème principal avec ce film-là, et du coup je trouve que l'accusation de film de meuf est d'autant plus injuste, et c'est juste parce que c'est des mecs qui se déhanchent, et du coup on a l'impression que seul un public féminin peut être intéressé par ça, alors que au final on sent bien au niveau de la mise en scène, on sent Soderbergh, mais on le sent aussi autour du côté un peu film de bro, quoi. Oui, d'ailleurs, Channing Tatum, c'était son objectif. C'était de faire des films de bro, des hangout movies, qui soient vraiment centrés sur la solidarité masculine, l'amitié masculine. Et clairement, c'est totalement la vibe du film. Moi, je trouve que ça marche plutôt bien, mais... Moi, je trouve qu'il y a des moments où j'aime bien. Par exemple, quand ils arrivent dans leur voiture à la fin et qu'il y a Tarzan qui les entoure de ses bras. Enfin, il y a des moments où, justement, qui sont assez mignons. Par contre, les moments où ils se font encore une fois, je vais être la rabat-joie de cet épisode, je sens. Mais les moments où ils se font un high five au-dessus des meufs à la fin, ça, par contre, aujourd'hui, ça me heurte, quoi. À l'époque, je pense que je trouvais ça peut-être fun. Mais maintenant, je suis là, mais je trouve que justement, l'accent est pas mis au bon endroit dans cette scène, quoi. Franchement, là, je trouve que ça passait mieux sur grand écran aussi. Ouais, peut-être. Et je trouve ça vraiment amusant, quoi. On va faire un tour. C'est vrai. On va faire un tour d'horizon des personnages. Il y a d'abord Mike. Oui. Magic Mike, qui est joué par Channing Tatum. Comment tu le décrirais? Ce qui est marrant, c'est qu'il est vraiment présenté dans toute la saga, pas que ce film, comme un homme qui a une capacité de séduction quasi surnaturelle. Et c'est fou parce que il incarne un fantasme qui est déjà démodé, je dirais, et qui est vraiment très représentatif peut-être de ce qui pouvait plaire en 2015 ou dans les années 2010. Mais c'est un personnage qui est... très viril, super musclé, qui a toujours sa casquette à l'envers. Enfin, c'est un bro, c'est un peu un gamin, mais en même temps, il a envie de s'en sortir. Il a un côté très malicieux, il a un côté quand même profond, mais c'est pas un mec qui va énormément parler de ses émotions. Et je trouve que c'est pas un idéal masculin qui est vraiment en phase avec 2025 pour le coup. Ah non, c'est sûr. Et je pense même à l'époque, je me souviens qu'il y avait quand même débat sur est-ce que Channing Tatum est vraiment attirant, quoi. Et oui. Je me souviens que moi, la première fois que j'avais vu le truc, j'étais mais ça va pas la tête. Et après, j'ai vu Magic Mike et j'étais ok. Quand il se met à danser, en fait, il y a un truc, quoi. C'est ça. Déjà, c'est un très bon danseur. Et moi, je trouve qu'il a beaucoup, beaucoup de charme dans ses films. Mais c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que il incarne sa propre histoire. Et c'est un mec qui a justement un physique qui correspond peut-être pas au physique d'autres héros chez Soderbergh, notamment comme Clooney ou Brad Pitt, mais qui a un physique aussi de mec du Sud et qui a un physique plus working class. Enfin, en tout cas, c'est aussi comme ça qu'il avait été défini à l'époque. Et c'est vrai, Channing Tatum avait un père qui était ouvrier. Il vient du Sud des États-Unis. Il a un peu galéré avant de devenir mannequin et acteur. Et donc, son physique, je trouve, raconte ça aussi. Et ça marche très bien dans ce film parce que justement, on y croit en fait que ce mec est
est juste un stripteaseur à temps pas, alors que si tu mettais un Brad Pitt jeune, t'y croirais pas. Tu te dirais, ce mec est tellement beau que... voilà. Donc je trouve que son physique marche très bien, mais c'est vrai qu'il y a eu une espèce de frénésie à l'époque autour de Channing Tatum, qui était un peu le fantasme pendant quelques années. Et aujourd'hui, je dirais que c'est plus du tout le cas. Non, plus trop, je pense. Après, il reste très charmant, je trouve, dans ses films. On a le personnage joué par Matt Bomer. Ouais. Lui, c'est vraiment le plus cringe. Je trouve. Il est horrible. Il est vraiment horrible. Il est à fond dans les énergies. C'est un guérisseur de niveau 3. Mais ouais, il est très gênant. Ouais, il est très gênant. Après, je dois avouer que c'est celui qui, en vrai, a le plus de talent quand on le voit sur scène. C'est-à-dire qu'il a la meilleure... Oui, il chante bien. Après, il y a des très bons danseurs quand même. Oui, il y a des très très bons danseurs, mais c'est lui où tu sens que c'est un acteur qui était sur Broadway ou des choses comme ça. Et du coup, il a un peu... une gamme qui est plus large que d'autres, comme Tarzan, mettons, mais qui est très sympathique. Mais après, c'est vrai, il est juste gênant pendant tout le long, et il est gênant dans ses moments de sérénade ou de choses comme ça. Enfin, oui, c'est le plus gênant de tous. Et même dans son rapport à la confrontation, par exemple. Enfin, on n'y croit pas, en fait. Je trouve, même quand il fait son petit caprice au début ou des choses comme ça, j'ai du mal à avaler son personnage, en fait. En fait, je trouve que de toute la troupe, c'est celui qui a le moins de talent comique. Et c'est un problème parce que les défauts d'écriture se ressentent beaucoup dans ses répliques à lui, mais je trouve que c'est parce qu'il arrive pas bien à les vendre. C'est-à-dire qu'il y a que des blagues sur le fait qu'il est guérisseur, tout ça. Mais je trouve que Matt Bomer est pas très bon pour rendre ses moments rigolos. Et donc, son shtick, la blague récurrente autour du fait qu'il est guérisseur, qu'il est un peu wouhou, ça marche pas, quoi. Ouais, parce que c'est trop premier degré, en fait. Ouais. On a Joe Manganiello, c'est comme ça? Oui. Manganiello, mais moi je l'appelle Joe Mango parce que une amie avec qui j'étais allée voir Magic Mike à l'époque et on regardait True Blood, donc on était évidemment fan de cet homme. Et elle l'appelait tout le temps Joe Mango et je trouvais que c'était un très bon pseudo. Qu'est-ce qu'on pense de son personnage ici? Moi, je l'adore. En fait, c'est vraiment un himbo. C'est le personnage qui est l'équivalent masculin de la bimbo, qui est donc très, très, très joli, qui a pas un potentiel intellectuel extrêmement percutant, mais qui est très, très attachant, qui est un peu naïf. Et là, en plus, qui est très touchant dans ce film parce que c'est un Apollon, mais le mec n'a pas confiance en lui et il souffre d'une tragédie énorme. Et je pèse mes mots. Puisque il est vraiment désespéré parce que son zizi est trop gros et c'est très très dur pour lui de trouver une femme qui accepte d'être pénétrée par sa lance de pompier. Et c'est là qu'on apprend qu'Andy McDowell a un vagin énorme. Exactement. C'est vraiment ça. C'est ça. Dans ce film. Ouais, c'est sa malédiction. I haven't had actual sex in almost 5 months. Every time a chick gets a look at it, she's like, how about a blowjob or a hand job? Yeah. Just gotta find the right lady, man. That's unfortunate for you. Moi, je dois dire, le personnage, je l'aime beaucoup, mais les deux moments, il ruine 2 portables c'est clair. de Mike. D'abord, il le fout dans la piscine avec son portable et tout habillé. Et ensuite, il lui fout son portable dehors. Moi, je serais son pote, je lui pardonnerais pas. Ah oui, ça coûte cher, tout ça. Marie, elle a une addiction au téléphone portable, donc clairement, je t'imagine dans la scène où il le balance par la fenêtre. D'ailleurs, il y a eu plein de gens dans la salle qui ont fait « Oh !» Honnêtement, j'étais outrée parce que je comprends que c'est pénible d'avoir quelqu'un tout le temps sur son portable, mais si ça avait été je vais pas rentrer dans... Je vais pas faire trop de théories par rapport à cette scène, mais si ça avait été un sketch récurrent pendant le film où on le voyait tout le temps sur son portable et qu'après il lui balance, je comprends. Mais là, ça fait 5 minutes qu'il est dans le camion, le pauvre. C'est clair. Il est peut-être en train d'envoyer un texto à son père pour lui dire compte pas sur moi dimanche. Non, pour le coup, il dit je suis en train de gérer les réservations de mes clients. Ça, il a le droit. Oui, bien ça, sûr. On sait qu'il ment en vrai parce il dit je parle à mes employés, il en a qu'un seul. Oui, c'est vrai. Mais enfin bon, il a le droit d'être sur son portable 5 minutes en fait. Je trouve ça... Justice pour le portable de Channing Tatum. Exactement. Donc j'ai trouvé que Joe ou Richie dans cette scène était très injuste. J'ai pas trop aimé. Et ensuite on a le personnage préféré d'Anaïs, Tarzan. Ouais, ou Ernest. Moi, je l'adore. Enfin, en fait, j'adore ces scènes. C'est vraiment marrant parce que c'est un film, là, XXL, qui se construit vraiment en réaction au premier et qui essaye de corriger certaines choses du premier. Et clairement, la troupe n'était pas très développée dans le premier. Et là, ils s'amusent même de ça. Au début, ils font un peu le tour de la pièce et ils disent, on a qu'un personnage racisé. Et Tarzan, on sait rien sur lui. On connaît même pas son vrai prénom. Et on apprend à la fin qu'il était dans Desert Storm. Ce qui est quand même très drôle. Mais je trouve que c'est aussi un personnage
personnage qui est très touchant, et c'est aussi là où je vais commencer à un peu faire campagne pour le film. Mais en fait, tous les films de Soderbergh, aussi divertissants qu'ils soient, sont attachés à un certain réalisme social et sont attachés à représenter des personnages un peu marginaux. Et là, on est clairement sur des personnages de stripteaseurs qui sont des galériens. Ils n'arrivent pas à faire décoller leur projet. Ils sont pas hyper ravis, en fait, même s'ils aiment en partie leur métier. Ils aimeraient faire autre chose. Et Tarzan, c'est un vétéran qui est vieillissant, qui ne sait pas danser, qui sait vraiment pas ce qu'il va faire une fois qu'il aura fini cette tournée, et qui nous dit dans une scène, moi, en fait, j'aimerais bien juste avoir quelqu'un qui m'aime quand je rentre à la maison, mais c'est trop tard pour moi. Et je trouve que dans un film comme ça, pour lequel on s'attend justement à voir que des scènes de striptease et quelque chose de très léger et d'un peu con, il y a quand même quelque chose de très abrupt. Et je trouve que c'est très malin d'avoir mis ça avec ce personnage et cet acteur qui le fait très bien et qui aurait pu juste être une blague, en fait. Ouais, je suis d'accord. Tu le vends très très bien. Et puis il y a Tito qui aime trop le yaourt. Voilà. Ouais. Vraiment, c'est ce qu'il aime le plus. Il y a la scène et il y a le yaourt, quoi. Enfin, faire du yaourt, c'est vraiment sa passion, quoi. C'est clair. C'est pour ça qu'il va réussir à faire du yaourt, parce qu'il aime tellement ça. Non, et puis Tito, c'est un peu le token brown guy. Enfin, c'est ça aussi, ils s'en amusent au début. Ils disent on l'a quand même mis lui. Et après, tout le film va essayer de corriger ça en intégrant d'autres personnages racisés. Mais dans le premier film, c'était clairement ça. Et c'était aussi un personnage qui n'était pas du tout développé. Et oui, là, son seul développement, c'est qu'il aime le yaourt. Mais c'est aussi peut-être le plus normal, en fait, du groupe. Et donc, je dirais que c'est peut-être aussi pour ça qu'on l'oublie un peu plus. Il a moins un personnage haut en couleur que... Ouais, et puis on s'attarde pas trop sur lui. Enfin, il a pas de shtick à part le fait qu'il veut faire du le yaourt, quoi. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, c'est ça qu'il définit à la fin aussi, c'est la nourriture. C'est vraiment son personnage, quoi. Tu l'as dit, c'est un hangout movie. Les hangout movies, pour rappel, c'est des films d'atmosphère. T'en as parlé dans Anaïs se fait des films. Si vous voulez l'écouter, c'était quel épisode ? C'était l'épisode sur Richard Linklater, puisque Linklater, qui a une filiation aussi avec Soderbergh. Enfin, moi, c'est deux de mes réalisateurs préférés, et je pense pour beaucoup de raisons similaires. Mais il fait beaucoup de films où juste on traîne avec une bande de potes sur quelques jours. Et là, ce film ressemble énormément à ça. Beaucoup plus d'ailleurs que les autres Magic Mike. Mais Soderbergh, par exemple, quand on regarde la trilogie Oceans, et notamment Oceans 11, c'est un film de casse, mais qui est hyper centré sur les personnages et sur la relation entre les personnages et leur motivation. Et je trouve que là, c'est un peu ce qu'il essaye de reproduire aussi. C'est une dynamique avec beaucoup de personnages qui vont être chacun très bien définis et juste observer dans leur milieu comment ils vont interagir et quels sont leurs enjeux personnels, plutôt que d'avoir une vraie intrigue, en fait, ou un enjeu narratif dans le film. Puisque là, il n'y en a pas, à part la convention. Et tu trouves que ça fonctionne, leur dynamique, justement ? Ouais, je trouve que c'est assez touchant. Comme toi, j'aime beaucoup les scènes où ils se montrent un petit peu plus affectueux, vulnérables. Il y a des moments, oui, on sent que le film a 10 ans, mais je trouve que c'est assez chouette de voir juste une bande de mecs qui essayent de communiquer autrement, justement, quand ils veulent se bastonner au début. Il y a le personnage de Matt Bomer qui dit « Non, mais c'est débile, on n'est pas des gamins non plus ». Et moi, j'aime bien voir une bande de mecs qui parlent de leur sexualité, de leurs questionnements, de leurs ambitions professionnelles, et qui en même temps se charrient de manière très masculine, mais qui essayent aussi de se parler sincèrement. Et je trouve que c'est vraiment chouette. Et le film s'en amuse aussi très bien quand Joe Manganiello dit I miss you so much, man. There's a giant hole inside of me that was created when you left. I'm here now. And now I feel like it's full again. Que quand Mike est parti, ça a laissé un énorme trou au fond de lui, mais que maintenant ce trou est rebouché. C'est très très marrant. Je suis d'accord avec toi. Il y a juste des petits moments où je trouve que c'est un peu trop. En fait, le film s'en amuse aussi à la fin, c'est-à-dire que quand il parle à Tarzan à la fin, Mike lui dit on n'a pas encore eu la chance d'avoir notre moment à tous les deux. Ouais. Et le film nous donne ensuite leur moment à tous les deux. Et donc il y a un peu quelque chose de systématique où à un moment ou un autre, il va y avoir un moment d'émotion et de partage avec l'un des personnages. Oui. Tito va parler de son amant du yaourt. Il y a toujours Richie va parler de sa bite. Il y a toujours un moment comme ça. C'est un peu systématique et du coup, je trouve un peu artificiel et c'est là où, pour moi, l'écriture pêche un peu, quoi. Ouais, moi, je trouve que ça fonctionne bien. C'est vrai qu'on voit vraiment tous les mécanismes utilisés, mais l'efficacité du montage et de la mise en scène de Soderbergh, je trouve, rendent tout ça hyper agréable. Anaïs, donc, c'est toi qui m'as appris l'existence d'un troisième film. Ce film-là, il se situe un peu où dans la saga, à part en deuxième position?
Ouais, bah en fait, ce qui est vraiment intéressant, je vous encourage à regarder la trilogie en entier si vous avez l'occasion, sauf si vous avez détesté ce film. Mais en gros, c'est vraiment un triptyque. Il y a aucun de ces 3 films qui se ressemblent. Le premier et le dernier ont été réalisés par Soderbergh, celui-ci par Gregory Jacobs, mais qui est un des proches collaborateurs de Soderbergh. Le premier, il y avait vraiment une ambition limite sociologique, et c'est pour ça que je pense qu'on avait adoré ce film, et il était marketé comme un film de striptease. Et en fait, une fois qu'on arrivait devant le film, on se rendait compte qu'il y avait quelque chose d'assez brut, que c'était un film qui parlait beaucoup de la récession aux États-Unis, et c'est des personnages qui sont vraiment hantés par les problèmes d'argent, qui ne font que compter leurs sous en permanence, et qui font pas du striptease parce qu'ils trouvent ça fun, mais vraiment parce qu'ils galèrent énormément. Et il y avait un filtre jaune sur tout le film qui donnait vraiment l'impression qu'on ressentait la chaleur de Tampa. Il y avait un côté un peu crado en fait dans ce film. Là, la photo est très différente. Celui-ci délaisse l'aspect plus sociologique pour vraiment juste s'amuser, et en même temps en gardant, je trouve, un propos derrière, mais clairement c'est un enchaînement de séquences de striptease. Et le troisième, ça se passe à Londres, et là c'est l'histoire de Mike qui rencontre une femme riche, plus âgée, qui est jouée par Salma Hayek, et elle va l'embaucher pour qu'il monte un spectacle à Londres, dans un théâtre. Et sachant qu'il y a le musical aussi Magic Mike qui s'était lancé à Londres quelques années plus tôt, et qui était mis en scène, je crois, au début par Channing Tatum. Et donc là encore, il y a quelque chose d'un peu méta, puisqu'on voit Magic Mike préparer la mise en scène. Il n'y a pas du tout la même grammaire visuelle dans les 3, pas du tout les mêmes types d'intrigues, et pas du tout le même ton. Et je dirais que ouais, clairement celui-là, c'est le plus rigolo et le plus exubérant aussi dans les spectacles, la mise en scène. Mais si vous regardez le 3, par exemple, il y a des moments très expérimentaux, parfois il passe en noir et blanc. Enfin, on n'oublie jamais quand même qu'on est en train de regarder un Soderbergh, et que Soderbergh, il aime toujours s'amuser et essayer de se renouveler dans ce qu'il fait. Donc vraiment, moi j'adore ces 3 films, et je trouve que c'est vraiment génial de les voir ensemble. Non, j'allais dire peut-être un futur projet, Ouais. un marathon Magic Mike. Ouais, bah alors oui, d'ailleurs, on n'a pas parlé de ça au début quand on a parlé de nos rapports au film, mais moi, il se trouve que j'ai déjà organisé plusieurs Magic Mike-athons chez moi. Pour dire mon attachement à ces films, mais j'ai déjà invité des potes, et en disant on fait une soirée, on regarde les 3 Magic Mike, vous allez voir, c'est trop bien. Bon, c'est plutôt une succession de scènes, et une succession de scènes assez mythiques, ce film, plutôt qu'une intrigue linéaire, disons. Enfin bon, si c'est linéaire, ils vont dans une ville. Et c'est un road trip movie aussi. Hein, oui, c'est un peu Mad Max Striptease Road. Exactement. Et la première scène vraiment emblématique, c'est Pony, qui a un clin d'œil au premier film, pour ceux qui l'ont pas vu, puisque le numéro de danse phare de Channing Tatum, de Magic Mike dans le premier film, et un numéro vraiment qui a changé l'histoire du cinéma, on peut le dire, hein, était sur Pony de Genuine. Je vous invite, même si vous voulez pas voir ce film, regardez cette vidéo sur YouTube. Ça ne peut que vous mettre en joie. Je leur avais déjà fait un speech avant la projection pour leur parler aussi de cette vidéo. Donc clairement, ouais. Vous avez des devoirs quand vous rentrez chez vous. Mais du coup, la première scène, c'est un clin d'œil à ça. Qu'est-ce qu'on en pense ? C'est génial, c'est culte. Je pense que Kiloutou devrait envisager un partenariat. Clairement. Ça m'a jamais autant donné envie de faire du bricolage. C'est vraiment génial. Et là, encore une fois, c'est Gregory Jacobs qui met en scène le film, mais Soderbergh est directeur de la photographie sur ce film. Et en fait, cette séquence est tellement bien mise en scène. Il n'y a pas grand-chose, mais c'est super bien monté, aussi par Soderbergh. Il y a juste le petit tilt, en fait, de la caméra quand il est sur son banc, et qu'ensuite il se lève et la caméra suit son mouvement. Enfin, ça, c'est un mouvement typique de ce que Soderbergh fait dans ses films. Et c'est subtil, mais ça dynamise énormément la scène, et c'est génial. Et c'est aussi un écrin incroyable pour Channing Tatum, qui montre aussi dès le départ qu'on va pas juste parler de striptease, mais on va montrer quelqu'un qui est un male entertainer, mais qui est un vrai danseur, quoi, qui a énormément de talent. Ouais, et on voit l'humour du film aussi dans cette scène. Et c'est ça qui est pas mal, c'est qu'on sent que le film se prend pas trop au sérieux quand même, parce qu'il y a un côté tellement absurde, mais qui fonctionne vraiment très très bien. Et qui fonctionne comme un commentaire aussi sur le premier, justement. Ouais, c'est ça. La deuxième scène de danse, c'est une scène dans un bar queer avec des drag queens et du voguing, où on voit un peu l'étendue du talent de chaque danseur dans cette troupe. C'est-à-dire que Tarzan, c'est ça. J'avais marqué même sur Matt Bomer, j'avais mis Go Give Us Nothing, parce que son voguing est clair. vraiment. Alors que je crois que c'est le seul membre du casting qui est gay.
mais qui n'a pas et qui le moindre danse bien, talent de parce voguing. que, Oui. on le voit à la fin, c'est un bon danseur, Oui. mais là vraiment il est vraiment pas Il avait bon pas du tout. envie. Après, peut-être que c'est parce que Matt Bomer était mal à l'aise avec cette scène. Personnellement, moi, c'est la seule scène du film qui me met un peu mal à l'aise. Même si je comprends aussi, en la replaçant dans son contexte, je pense que c'était quand même assez cool de voir ça à l'époque. Mais aujourd'hui, on est à 2 doigts de l'appropriation culturelle. C'est-à-dire qu'on est dans un bar queer, on a des mecs queer qui viennent faire du voguing au début, et après, t'as tous les bros hétéros qui montent sur scène et qui essayent de faire mieux qu'eux et qui gagnent la compétition à la fin. Enfin, je sais pas, il y a un côté un peu dérangeant dans la dynamique, je trouve. Ouais, je suis d'accord. Je pense qu'à l'époque, c'était plus vu justement comme un truc de... D'inclusivité. Ouais, et de montrer que ces mecs justement hétéros, très broy, un peu basiques et tout ça, qui sont vraiment l'incarnation de l'hétéronormativité, peuvent aussi faire du voguing et peuvent être... Je pense à l'époque où le film est sorti, il y avait un petit côté... je vais pas aller jusqu'à dire que c'était révolutionnaire du tout, mais il y avait un... Non, mais je pense quand même que il y avait ça a un été côté... étudié pour le côté novateur. Il y avait un côté un peu subversif dans cette scène. Et je pense qu'aujourd'hui, on le voit différemment, mais à l'époque, c'est comme ça que ça avait été perçu, en tout cas. Ouais, et en fait, c'est toujours, je pense, le point d'équilibre qui est difficile à trouver dans ce film et où on n'est peut-être pas d'accord toutes les deux, mais il y a des trucs qui sont gênants, mais en même temps, pour 2015, il y avait une vraie volonté de raconter la masculinité autrement et d'être hyper inclusif, beaucoup plus que le premier, et de rendre hommage aussi à toute une partie de la culture de la nuit et de dire que justement, on peut pas faire une saga de films sur la culture de la nuit et sur les bars et sur la danse dans les bars sans avoir des personnages racisés et des personnages queer et sans parler de voguing. Et donc c'est plutôt cool comme initiative, mais c'est vrai que là, je sais pas, moi à chaque fois que je la revois, j'ai envie de leur dire dégagez et laisser les vrais, ceux qui savent y faire, monter sur scène, quoi. On va passer à la scène la plus importante du film, voire la scène la plus importante de ces 10 dernières années au cinéma. Tout à fait. Donc c'est la scène de la station-service. Et Anaïs, on ressuscite un petit format d'amis pour l'occasion. C'est l'anatomie d'une scène. Bah oui, tu l'as dit. Je pense que si on doit parler des plus grandes scènes musicales de l'histoire du cinéma, il y a Gene Kelly qui danse sous la pluie, il y a Marilyn Monroe dans sa robe rose dans Les hommes préfèrent les blondes, et il y a Joe Manganiello qui s'asperge de d'eau et de Cheetos dans une station-service sur I Want It That Way des Backstreet Boys. Vous rigolez, mais on est sérieuse là-dessus, je pense. Ah ouais. Mais d'ailleurs, vous avez été nombreux et nombreuses à applaudir pendant cette séquence. J'étais très contente parce que ça marche toujours aussi bien. C'est clairement une scène que j'ai revue un nombre maladif de fois sur YouTube. Mais c'est vraiment génial. Donc pour ceux qui n'ont pas eu la chance de la revoir là tout de suite, on suit Big Dick Ritchie, joué par Joe Manganiello, qui est très très triste parce qu'il a un trop gros concombre. Et qui a perdu vraiment confiance en lui et en sa capacité à divertir les femmes. Son numéro habituel de pompier ne colle pas du tout parce qu'il a une phobie du feu, donc il se dit qu'il devrait peut-être se renouveler. Et pour recontextualiser encore plus, 1 heure avant cette scène, ils ont tous pris de la MD. Et donc, ils sont vraiment remplis d'euphorie et de joie. Et il s'arrête à une station essence. Et là, Mike va vraiment vouloir remotiver Big Dick Ritchie. Et il lui dit, t'es un mec incroyable. Si juste en faisant tes lacets, tu vas rendre une meuf heureuse pendant 1 an, va à l'intérieur de cette station essence et fais sourire la caissière. C'est ton défi. I bet you can go in there right now. I bet you can go in there and fucking make her day. Who, her? Hell Yeah. Hell yeah. That girl looks like she's never fucking smiled in her entire fucking life. Then that's your goal. All the That more is your reason, goal. man. What? You gotta go in there and make her smile. That's it. That's all you gotta do. Et il se trouve que la caissière a vraiment une vibe de contrôleuse de train allemande. 0 sourire à l'horizon. Et au moment où Ritchie franchit la porte de la station essence, les Backstreet Boys retentissent. I Want It That Way, chanson cultissime. Et donc, il essaye d'abord de faire ses lacets en écoutant les conseils de Magic Mike. Ça marche pas. Donc là, il va devoir vraiment tout donner. Il va éclater un paquet de chips sur lui. Je pense que c'est la première et la seule utilisation au cinéma d'un paquet de Cheetos de manière érotique. Ça marche toujours pas. Donc ensuite, il attrape une bouteille d'eau, il la renverse. Le mec est juste en train de foutre le bordel dans la station essence. À la place de la caissière, du coup, moi, je rigolerais pas du tout. Je dirais, il faut nettoyer ça, monsieur. Qu'est-ce que vous faites ?
Mais voilà, il se déhanche, il donne tout, il est au milieu des bidons d'huile et des bouteilles d'eau. Et le montage est extrêmement réussi là aussi. C'est-à-dire que comme souvent en comédie, c'est le timing qui fait tout. Et là, c'est encore une fois très efficace dans la mise en scène. On a juste pas mal de plans fixes, larges, où on le voit dans cette station essence en train de se déhancher, et ça appuie évidemment sur l'absurdité de ce qu'il est en train de faire. C'est aussi un moment qui met en relief le travail de Soderbergh lui-même, c'est-à-dire comment se montrer créatif avec très peu de moyens à notre disposition et en devant réfléchir très très vite. C'est ce qui vraiment caractérise tout son cinéma, et c'est ce que vont devoir faire tous les stripteaseurs dans ce film. Ils disent on a 2 jours pour trouver un spectacle. Soderbergh, c'est quelqu'un qui tourne très vite, qui essaye d'être très efficace dans le nombre de plans, de scènes qu'il va utiliser. Et donc la danse de Big Dick Ritchie reflète la créativité illimitée que l'on peut avoir même quand on est dos au mur. Et à la fin, évidemment, il réussit à faire sourire cette jeune caissière en lui demandant combien elle lui doit. C'est la liesse absolue. C'est, on dirait, la victoire du PSG. Ils sont tous dehors en train d'applaudir. C'est génial, on est trop heureux. Et c'est une séquence absolument magnifique de l'histoire du cinéma. Et c'est aussi le premier moment dans le film où on comprend l'angle du film, qui est que ces hommes peuvent soigner les femmes. Même si ces femmes n'ont rien demandé. Ils les soigneront quand même et ils leur donneront le sourire. Parce qu'à la fin, c'est aussi ça. Il le répète à plusieurs reprises, on va vous faire sourire. Et c'est vrai que ça, il y a un côté un peu crispant aujourd'hui d'entendre des mecs qui te disent qu'ils veulent te faire sourire en permanence. Un peu, oui. Et d'ailleurs, ensuite, ils vont dans une maison... J'allais dire une maison fermée. C'est pas une maison close. C'est un club privé de striptease qui est tenu par Jada Pinkett Smith, qui s'appelle Rome, qui roule des pelles à les gens qui croisent. C'est clair. Et on y retrouve Childish Gambino. C'était le moment un peu emblématique. À l'époque, ça avait fait un peu sensation quand il y avait eu Childish Gambino dans ce film. Tu penses quoi de sa prestation ? En fait, on retrouve, je dirais plutôt Donald Glover que Childish Gambino. Oui, c'est vrai. Donald Glover de Community. Ouais, voilà, c'est ça. En fait, c'est fou parce que vraiment, en comparaison avec tous les autres stripteaseurs, on dirait qu'il a 5 ans et demi. Et ce qui est encore plus fou en revoyant cette scène, c'est que moi, j'ai vu Childish Gambino sur scène en concert, et ça a été un éveil sexuel et spirituel sans précédent. C'était incroyable. Et je trouve que ça se ressent pas trop dans ce film. Je trouve que son personnage est un petit peu desservi. C'est vrai que c'était cool de le faire venir. Et en fait, c'est cool aussi, c'est aussi le propos du film, c'est de montrer que le désir peut s'exprimer à travers plein de personnalités différentes, de plein de quirks, de plein de physiques. Et lui, il a pas le physique des autres stripteaseurs qu'on avait vus au début. Mais il y a un côté tellement guimauve, en fait, dans sa manière de parler aux femmes. C'est vrai que c'est un peu cringe, alors que c'est très bienveillant, mais vraiment le côté... parle-moi de ta grand-mère pour que je te séduise. Je sais pas, c'est un petit peu bizarre, quoi. Mais encore une fois, je comprends tout à fait l'esprit du film qui veut montrer qu'on peut faire du striptease d'une autre manière qu'en étant juste un gros viril, quoi. J'ai l'impression de ressentir sa gêne, en fait, à Donald Glover. Du coup, j'achète pas son personnage, quoi. Ouais, c'est possible, hein. Je trouve, en fait, j'aimerais bien que ses interventions ne soient pas gênantes, mais à chaque fois que je le vois, justement, la scène où il chante, à la fin, ça va encore, mais la première scène où il arrive, je me souviens avoir été très gênée même à l'époque. J'arrivais pas à... Moi aussi, mais en fait, je pense que c'est en partie parce qu'il y a un décalage entre lui et les autres personnages masculins, et que donc il y a quelque chose d'un petit peu plus vulnérable, tendre. Il chante, c'est épuré, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de musique, il y a juste les claquements de doigts, et donc faut recalibrer un peu nos attentes. Mais clairement, je pense que c'est pas les moments qui fonctionnent le mieux. Mais encore une fois, je trouve que là, sur grand écran, ça marchait bien. J'étais moins gênée que quand je l'ai revu toute seule. Dans ce club, donc, on découvre le personnage de Rome, et il y a d'autres personnages féminins forts, des queens. Donc, il y a Rome, il y a aussi le personnage d'Andy McDowell qui arrive, et on a aussi le personnage d'Elizabeth Banks qui, à ce moment dans sa carrière, était vraiment, c'est tous ses rôles à parler dans des micros, en fait. Je sais pas si vous avez, parce qu'il y a Pitch Perfect où elle fait la juge, il y a Hunger Games où elle est Effie Trinket. May the odds be ever in your favor. Et là, elle est aussi en train de parler dans un micro. Je trouve ça marrant. Elle a été typecastée. C'est la meuf qui parle dans le micro. Ouais. Mais il y a un peu un cliché dans ce film
Personnage féminin, on va arriver au personnage d'Amber Heard, hein. Ça c'est un cas à part, mais déjà ces personnages en plus de femmes mûres entre guillemets, mais qui sont très fortes et qui en imposent, ça change aussi du premier. Je pense que c'était une correction du premier parce que le premier est vraiment un film de mec quoi. Il y a une meuf dedans et c'est sa copine. Ouais. Tu penses que ça fonctionne toi ? Bah en fait, je dirais un peu comme le personnage de Magic Mike, c'est démodé, ce qui est plutôt une bonne nouvelle, c'est-à-dire qu'en 10 ans, je pense que la manière dont on aborde les personnages féminins au cinéma a déjà énormément progressé quand on revoit ce film aujourd'hui. Donc ça, c'est plutôt chouette. Clairement, il y avait une volonté de parler de désir féminin, beaucoup plus que dans le premier. Moi, je trouve quand même que c'est assez touchant de voir ça, de voir cette séquence un peu d'aparté dans la maison d'Andy McDowell où toutes ces femmes un peu plus âgées parlent de leur frustration sexuelle, de leur désir et en même temps sont très en prise avec leur désir sexuel. Je trouve que c'est encore assez chouette aujourd'hui de le voir et à l'époque ça paraissait assez fou. Si on replace en fait, si on essaye de se remettre dans le contexte de l'époque, là on est 2 ans et demi avant MeToo et on a tendance je trouve à oublier à quel point MeToo a vraiment tout changé sur la manière dont on voit le désir féminin au cinéma et comment on parle de femmes au cinéma. Et là à l'époque moi je me souviens qu'on avait beaucoup de conversations pour dire que c'était hyper frais et inattendu de voir ça dans ce film, justement parce que tout le monde y allait pour voir juste des stripteaseurs masculins et en fait c'est pas que ça. Donc je trouve que c'est plutôt réussi et en même temps ça fait tellement artificiel, comme tu disais, c'est-à-dire qu'il y a un personnage l'une après l'autre qui dit moi j'ai besoin de ci, moi j'ai envie de ça. That's why I tell these girls to play the field and don't stop until you find one that rocks your fucking socks off. Here, here. Pour moi, c'est vraiment le marqueur d'une époque. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, mais on travaillait toutes les deux à BuzzFeed à l'époque et il y a énormément d'articles qui sortaient sur justement les queens, sur le féminisme un peu grand public. Ouais, mais c'était l'époque de l'album de Beyoncé où il y a le passage de Chimamanda sur We Should All Be Feminist. Enfin, et ça paraissait fou à l'époque, quoi. Oui, non, mais c'était une révolution culturelle sur la façon dont on considérait les femmes et le fait justement d'avoir mes queens répéter ça. C'est crispant aujourd'hui quand on le voit, mais c'est sûr que c'est le marqueur de cette époque-là et qu'à l'époque, c'était plus subversif qu'aujourd'hui, quoi. Ouais. En relisant les critiques qu'il y avait eu à l'époque, il y a 10 ans, il y avait beaucoup de gens qui étaient assez fascinés de voir dans ces publics de femmes, des femmes de toute corpulence et aussi des femmes noires et qui avaient relevé que c'était très très rare. Et c'est vrai que dans le premier Magic Mike, pour le coup, il y a que des blancs, que ce soit dans la troupe ou dans les femmes qui se rendent au club. Et ce film cherche clairement à corriger ça. Et donc ça paraît très artificiel, mais en même temps, c'est aussi louable de voir qu'ils ont essayé de raconter autre chose, quoi. On va passer au personnage qui fâche. Au personnage de Amber Heard. Enfin, je sais pas, peut-être qu'il fâche pas certaines personnes, mais moi, elle me crispe tellement du début à la fin. C'est clair. Aussi bien ses bijoux que le reste. Mais bon, il y a un gros problème d'écriture au niveau de ce personnage. Enfin, je pense que c'est là où le problème d'écriture du film est le plus criant, quoi. Je pense que c'est aussi très révélateur de cette époque-là, où il y avait les cool girls, les Jennifer Lawrence, et où tout le monde s'extasiait parce que Jennifer Lawrence pouvait faire un bruit de paix ou tomber sur le tapis rouge. On était là, waouh, elle est tellement unique et incroyable et beaucoup moins féminine que ce qu'on pourrait attendre. Et en fait, le personnage d'Amber Heard, c'est un peu ça, c'est la cool girl, elle est différente des autres meufs, tu vois, elle mange du gâteau. Elle mange du Red Velvet. Elle adore le gâteau, elle a des petites tresses et elle a les cheveux teints en rose et elle a des mèches rebelles et elle fait de la photo et elle a des Marcel. Elle est différente, quoi. Et elle sourit jamais. Ouais, c'est ça. Clairement, c'est le pire personnage de ce film. Après, ce que j'aime bien, c'est que assez vite, je trouve, le film désamorce la tension sexuelle entre elle et Channing Tatum et on bascule assez vite plus vers de la complicité, je trouve, amicale et de la camaraderie, ce qui est un peu tout le propos du film. Et c'est pareil avec le personnage de Jada Pinkett Smith. Enfin, en fait, on sent qu'il y a un passé romantique avec Mike, mais au final, c'est juste un groupe avec des hommes, avec des femmes qui s'entendent bien et l'objectif à la fin, c'est pas qu'ils finissent par embrasser Amber Heard et il lui dit même, voilà, comme il a compris qu'elle était bi, si tu veux trouver une meuf à la convention, ce sera cool aussi. Je vois la dernière scène plus comme lui qui essaye de lui redonner le sourire parce qu'elle a perdu une opportunité professionnelle, qu'elle est un peu déprimée, mais limite plus comme un pote que comme un mec qui est en train de chercher à la séduire. Et moi, j'aime bien ça. Je trouve qu'il y a, alors que le premier était vraiment sur un axe romantique plus traditionnel, là, au final, il n'y a pas tant de romance que ça dans ce film. Non, je suis d'accord. Sur le truc de lui redonner le sourire, je pense que c'est ce que le film veut dire, mais enfin, moi, la dernière scène...
Elle a peut-être pas envie qu'on lui redonne le sourire, en fait, laisse-la tranquille. Elle dit non, je veux pas y aller. On la force et elle se retrouve dans des positions acrobatiques avec sa tête entre les jambes d'un homme qu'elle a rencontré 2 jours plus tôt et avec qui elle a échangé 3 fois. Et j'étais là, mais laissez-la tranquille. Et à la fin, il lui dit, je t'ai fait sourire. Hein, Oui, après, moi, honnêtement, ça me dérange pas trop. Heureusement qu'elle sourit vraiment pendant toute la scène. C'est ça. On voit que ça lui plaît, en fait, et qu'elle est assez partante rapidement. Mais je comprends pourquoi ça peut être dérangeant, mais je trouve que le film arrive à s'en sortir quand même. Enfin, moi, je ressens pas de malaise lié au consentement en voyant cette scène, même si je me dis, enfin, juste moi, je me sens gênée parce que j'aimerais vraiment pas que Channing Tatum frotte ses fesses sur mon nez en public comme ça, mais je trouve que ça passe. En fait, je pense que la question du consentement, elle est vite évacuée dans le sens où on la voit sourire pendant tout le long, donc on se dit bon bah clairement elle est contente d'être là, quoi, même si elle est un peu genre wow, qu'est-ce qui se passe. C'est plus le fait que ce qui est sous-entendu, c'est qu'il sait mieux qu'elle ce dont elle a besoin. Ouais. Et ça, je trouve qu'à plusieurs moments dans le film, il y a ce côté un peu... C'est comme quand Matt Bomer dit à l'autre « Mais tu es belle !» Non, même sans toute la carrosserie et le maquillage, déjà c'est hyper insultant, merci. Quoi. C'est clair. Ton âme à l'intérieur, elle est belle. Je parle pas de ton physique, parce que t'es un peu moche, mais par contre, à l'intérieur, t'es vraiment très très belle. C'est hyper paternaliste, en fait. Enfin, c'est vraiment... oui. On va apprendre aux femmes à s'aimer parce qu'elles savent pas le faire toute seule. Donc il y a vraiment ce côté-là. Et là, c'est ce dont elle avait besoin, c'était que Magic Mike la tourne dans tous les sens, la fasse valdinguer et frotte ses fesses sur son nez. Quoi. Il y a un truc. Et apparemment, oui, c'est vraiment ce dont elle avait besoin parce qu'à la fin, elle est hyper contente. En plus, elle s'est même fait un shampoing pour l'occasion. C'est vraiment un moment. Elle a plus ses breloques parce que là, ça aurait été dangereux. Ah oui, putain, c'est vrai qu'elle aurait pu lui faire perdre un œil. Ouais, c'est ça. Mais je sais pas. Moi, c'est là où le film me dérange vraiment. C'est-à-dire que je trouve qu'il y a un côté artificiel. On sent que c'est pas très creusé. Encore une fois, c'est le fruit d'une époque. On l'a dit de nombreuses fois dans cet épisode, mais il y a vraiment cet aspect-là. C'est-à-dire qu'on sent qu'à l'époque, on commençait à gratter un peu ces questions-là, mais qu'on n'avait pas encore trop de recul critique dessus, quoi. Et qu'on a besoin d'y entrer par justement ces personnages. Donc c'est Mike qui va expliquer un peu le féminisme à tout le monde, qui va même dire Dieu est une femme, etc. C'est pareil avec le bar queer où c'est eux qui font une démonstration de voguing. On a l'impression qu'on est obligé de passer par des personnages entre guillemets mainstream pour expliquer des choses qui aujourd'hui n'auraient pas besoin d'être expliquées de cette manière-là. Après, pour moi, ce film a vraiment un propos assez intéressant. Et je trouve que ça passe dans ces scènes-là aussi parce que pour moi, c'est un film qui parle d'horizontalité en fait, ou qui veut parler d'horizontalité et qui veut vraiment mettre à niveau égal tout le monde, les hommes, les femmes, les hétéros, les queers, les drag queens, les femmes qui sont en fait en bas de la scène et qui reviennent sur scène, Matt Bomer qui descend et dans cette scène finale, enfin la séquence du spectacle final avec le miroir, on a vraiment quelque chose de très évident là-dessus, c'est-à-dire qu'on met à égalité ces 2 danseurs. L'autre, il s'appelle Malik et c'est vraiment le sosie de Mike, sauf qu'il est noir et il a la même casquette, il a les mêmes Marcel, tout ça. Et ils décident de faire ce numéro à égalité tous les 2, en miroir l'un de l'autre. Et je trouve que le film a quand même un propos très intéressant là-dessus, sur la manière dont il cherche à horizontaliser tous les personnages et toutes les problématiques, même en le faisant de manière maladroite, puisque évidemment Malik n'est pas le personnage principal. Mais j'étais incapable de te dire son prénom. Par non, mais c'est vrai. Oui. C'est-à-dire qu'on le voit dans la scène chez Rome au début, et après il échange 3 mots avec Mike au début du montage, mais c'est tout. Oui, mais c'est ce que je veux dire. Il y a clairement, c'est loin d'être parfait, mais je pense quand même qu'il faut accorder du crédit à ce film pour avoir voulu faire ça à ce moment-là, et ça a aussi été loué à l'époque justement le fait qu'il essaye d'être beaucoup plus inclusif dans sa manière de parler de désir et de danse. Et je trouve que quand on le regarde sous ce prisme-là, ça marche très très bien, même avec ses défauts. Tu l'as dit à plusieurs reprises, c'est un film de Soderbergh sans être vraiment un film de Soderbergh. Tu peux nous expliquer pourquoi ? Le film donc est produit par Soderbergh qui avait réalisé le premier. Il est aussi chef-op et monteur de ce film. Et le réalisateur de ce film qui est Gregory Jacobs, c'est un des plus vieux partenaires créatifs de Soderbergh. Ça a été son premier assistant réalisateur depuis 30 ans sur énormément de films, dont Ocean's 11. Donc ils se connaissent très très bien, ils ont l'habitude de travailler ensemble. Et ce qui est très intéressant, c'est que Soderbergh, c'est aussi un technicien, c'est quelqu'un qui va faire du cinéma d'auteur, mais sans
trop s'autoriser lui-même. Il est souvent crédité autrement quand il est chef-op et monteur sur quasiment tous ses films. En fait, vous repérerez que le directeur de la photographie, c'est Peter Andrews. En fait, c'est le nom de son père. Et que la monteuse créditée, c'est Marianne Bernard et c'est le nom de sa mère. En fait, c'est Soderbergh. C'était aussi pour des raisons de crédit administratif qu'il a fait ça à l'époque. Mais il aime bien être un peu touche à tout et parfois se mettre en retrait selon les projets qui le nécessitent ou pas. Et donc, il y a des projets sur lesquels il aime être vraiment à 100% et aussi être réalisateur. Sur celui-là, il a préféré se mettre en technicien, justement laisser la direction à quelqu'un d'autre, mais tout en ayant évidemment un énorme contrôle sur ce qui était fait. Et dans la mise en scène, enfin, on repère beaucoup de mouvements qui sont très caractéristiques du style de Soderbergh, puisque c'est lui le chef-op. Le montage est très caractéristique de Soderbergh, mais il a aussi voulu laisser Gregory Jacobs faire les choses à sa façon. Et moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup chez Soderbergh, c'est cette capacité à un peu toucher à tout. Il a aussi réalisé des séries. Il est tout le temps en train d'essayer de chercher en fait une nouvelle manière d'amener l'information aux gens. Et il est très, lui aussi en fait horizontal, je trouve, dans sa manière de procéder. C'est pas quelqu'un qui fonctionne de manière très verticale. Il a aussi un blog que vous connaissez peut-être, le Soderblog, qui est un blog dans lequel il répertorie tous les films qu'il regarde tous les ans. Et donc ça permet de voir son processus créatif et le fait qu'il revoit beaucoup de films pour s'inspirer pendant qu'il est en train de tourner, de monter. Donc c'est quelqu'un qui est assez transparent, je trouve, dans son processus cinématographique. Et moi, c'est pour ça que je l'aime beaucoup. Et en fait, dans ce film-là, comme dans tous ses autres films, il y a un aspect très divertissant grand public. Mais c'est toujours quelqu'un qui a réussi à combiner un cinéma de divertissement grand public avec le cinéma d'auteur. C'est lui qui est souvent crédité pour avoir lancé le renouveau du cinéma indépendant des années 90 aux États-Unis, puisqu'il a eu la Palme d'Or avec Sexe, mensonges et vidéo, son premier film, qui était un film avec un tout petit budget. Et ensuite, il a annoncé sa retraite en 2012, avant de faire Magic Mike, parce qu'il disait qu'il n'arrivait plus à financer les films comme il le voulait, que le cinéma de moyen budget était mort. Et donc, il est parti vers la télé, il a fait des films pour Netflix. Il va partout là où il peut faire du cinéma. Et il aime bien dire que lui, son objectif, c'est juste de faire venir les gens dans la salle par n'importe quel moyen. Et donc, Magic Mike XXL, c'est ce genre de cheval de Troie où on y va en s'attendant à quelque chose et en fait, on voit quelque chose d'autre. Et je trouve qu'on en a toujours pour notre argent créativement, y compris dans ce film. Et moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Ce que t'aimes beaucoup aussi, c'est les training montages. Oui. Et là, il y a un montage de préparation du show final. Dont un stripping montage. Un stripping montage. On est censé croire que ce show final a été conçu, bâti en moins de 24 heures. En même temps, je trouve que ça se voit un peu. En fait, je trouve que c'est ça qui est bien, c'est que, globalement, il y en a un juste, il les asperge de chantilly, l'autre, il chante une chanson. Enfin, tu sens que c'est pas non plus, il n'y a pas eu des mois de préparation et de réflexion sur, tu vois, qu'est-ce qu'on va faire, quoi. Ah visiblement, Richie a réussi à bâtir une sorte de balançoire sexuelle avec des trucs qu'il a achetés au Bricorama du coin. C'est clair. Oui, mais on sait qu'ils sont très bons bricoleurs, donc. Oui, c'est vrai, d'accord. Non, mais on va y croire. Magic Mike arrive avec sa perceuse et c'est bon, tout est réglé. Bon, tu l'aimes ce montage. Ouais, en fait, ça aussi, c'est vraiment une des marques de fabrique de Soderbergh, c'est le montage. Si vous vous souvenez de Ocean's Eleven, de Contagion, vraiment dans quasiment tous ces films, il y a des montages qui permettent d'accélérer la narration parce que c'est quelqu'un, encore une fois, qui tourne très vite. Ce film a été tourné avec 14 millions de dollars de budget, c'est vraiment que dalle pour le résultat qui est créé à la fin. Ils ont engrangé 117 millions de recettes, donc ça a plutôt bien marché. Le premier film, Magic Mike, c'était 7 millions, donc c'est vraiment, encore une fois, il a cette veine vraiment indépendante. Il se plaint tout le temps du fait qu'il n'a pas d'argent, mais il va aussi du coup tourner très très vite, généralement en moins d'un mois. Là, je crois que c'était 28 jours le tournage. Et donc, il fait aussi très peu de coverage, il va avoir très peu de plans de coupe. Et ça se ressent beaucoup dans les scènes. Si vous prêtez attention à ces scènes-là, souvent, il va établir vraiment tout ce qui se passe en un seul plan, avec des mouvements de caméra où il change le focus à chaque fois d'un personnage à l'autre, il change de pièce, mais tout ça sans couper. Et ça, c'est puisqu'il a besoin d'aller vite. Et pendant les tournages, vraiment, il fait 1 ou 2 prises avec un plan qui va vraiment nous établir tout ce qu'on a besoin de savoir dans la scène. Et après, hop, on passe à autre chose. Et donc, ce training montage, c'est aussi une manière de, en quelques minutes, nous dire tout ce qu'on a besoin de savoir. Ça marche très, très bien, c'est hyper divertissant, mais ça explique aussi un peu la méthode Soderbergh qui est de toujours aller très, très vite. D'ailleurs, il a été critiqué pour ça au début de sa carrière.
Et il a même fait des films un peu ratés. Enfin, lui-même admet qu'ils étaient ratés parce qu'il n'avait pas prévu suffisamment de plans de coupe et il voulait aller tellement vite qu'il lui manquait la moitié du film au moment de le monter, quoi. Mais c'est aussi pour ça qu'on sent que c'est un très bon monteur. C'est parce qu'il a l'habitude maintenant de savoir exactement ce qu'il veut. Et là, dans ce film, si vous le revoyez, prêtez attention à toutes ces scènes, ces manières d'établir en fait les personnages qui sont hyper efficaces et qui cassent beaucoup de conventions en fait cinématographiques classiques. Les dialogues, c'est rarement du chant contre chant. Souvent, on entend la personne qui parle, elle est en hors champ et en fait, la caméra est focalisée sur une autre personne parce que la réception de ce qui est en train d'être dit est plus importante que la personne qui est en train de parler. Ça, c'est aussi un truc que Soderbergh fait très souvent. Et il y a aussi ce plan au début quand ils sont dans l'hôtel. On arrive dans la scène grâce à la meuf qui court en maillot de bain avec le casque et c'est hyper pas conventionnel de démarrer un plan comme ça où en fait on entend les autres parler mais on est sur un plan large, on voit ce personnage que personne ne connaît dont tout le monde se fout qui va traverser la pièce, courir, faire un peu n'importe quoi et c'est comme ça en fait qu'on navigue entre les personnages et qu'on découvre un peu toute l'exposition du début du film. Donc voilà, Soderbergh c'est un génie. Tout à fait. C'est qui ton MVP? Le stripteaseur habillé en Néo de Matrix. Et toi? Moi, c'est la meuf qui est assise sur le dossier du canapé pendant la soirée et qui a l'air totalement en chien pendant la soirée entre meufs, là. Ah oui. Et qui n'ouvre jamais la bouche, mais qui les regarde complètement en chien pendant tout le long de la soirée. C'est clair. T'as une meilleure réplique? J'en ai plein, mais déjà, j'ai commencé en étant la doublure de Donald. Je trouve ça génial. It's not bro time, it's show time. Très, très bien aussi. Et après, il y a aussi, les ados ont grandi, donc c'est parfaitement logique que maintenant, les ados qui aimaient Twilight, maintenant veulent voir la version striptease de Twilight. Et j'ai jamais été aussi stressée depuis Desert Storm. Génialissime. Franchement, moi, je trouve il faut rendre justice à l'écriture de ce film. Pour moi, il y a des bonnes répliques et il y a des beaux moments d'humour, mais ça pêche aussi sur il y a le côté artificiel. Oui, voilà. C'était Ami, en direct du Majestic Bastille. Merci à tous ceux qui ont fait le déplacement en pleine chaleur pour venir nous voir. Merci au Festival du film de Fès de nous avoir invités. Et merci à toute l'équipe du Majestic Bastille. Et merci à toi, Anaïs. Merci, Marie. On se retrouve dans 2 semaines pour une nouvelle saison hors série d'Amis consacrée à une saga cinématographique culte, Hunger Games. En attendant, vous pouvez nous écouter Anaïs se fait des films, le podcast ciné d'Anaïs. D'ailleurs, merci à la personne qui a crié Raoul au début de cette séance. Ah, trop bien. C'était génial. Et à très vite. Voilà. Merci.